Mais dis donc, Hob, tu es vachement productive en ce moment. J'essaie de l'être, je sais pas si ça va durer, mais on va s'accrocher. Ça facilite aussi le fait que j'ai que des projets où j'ai pas vraiment de montage vidéo à faire, parce que c'est un peu ce qui me bloque pour le reste. Je sais pas quoi mettre en image de fond, mon perfectionnisme me fait chier. Bref, ce speed paint est une commission que j'ai réalisée pour une personne et qui m'a pris 40 heures de travail, donc compilée en 40 minutes de vidéo, vous vous doutez que ça va être assez rapide pour pouvoir vraiment parler du processus. Mais elle voulait voir un petit peu comment tout ça s'était fait, donc voilà, c'est chose faite, big up à toi. Alors, j'ai commencé par prendre une pause en référence que je vous ai pas vraiment montré parce que j'ai oublié. Et j'ai aussi 2 animaux à faire, un loup et un husky, que au début on m'avait dit un chien-ours, alors vous verrez qu'au début il ressemble un peu à un ours, mais après ça va vraiment devenir juste un grand husky. Une fois que j'ai fait ma pause de base, j'ai commencé à vraiment essayer de retravailler un peu cette pause, retravailler les volumes. Et donc là, on est en train de passer au line détaillé, c'est-à-dire une étape préliminaire avant le line fini, où le but c'est de vraiment figer les volumes et mettre tous les détails ainsi qu'un début de texture. C'est un petit peu le truc qui va aider à faire un line terminé, et c'est aussi durant ce line détaillé que j'ai dû designer toute la tenue que porte le personnage. Étant donné que c'est une armure inspirée celtique, c'était assez compliqué pour moi, mais super intéressant, et ça a été vraiment fun de chercher des références un petit peu partout. Aussi, vous allez voir que j'utilise pas mal des images prises sur internet que je replace et qu'ensuite je vais redessiner par-dessus. C'est une technique que j'aimerais un petit peu expliquer parce que c'est souvent un peu mal jugé dans le sens où on a tendance à dire « Ah, c'est de la triche », mais la réalité, c'est que quand on travaille sur des projets qui sont aussi gros, on n'a pas forcément le temps ni les compétences pour faire absolument tous les détails. Et je pense que la plupart des artistes professionnels pourront dire que sur ce genre de travaux, ils n'hésitent pas à prendre des éléments. Alors le mieux normalement ce serait prendre des éléments qui sont libres de droit et directement acheter par exemple sur un site d'une banque d'images en ligne. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai pu faire parce que j'ai pas de thunes. Donc voilà, je place les éléments en utilisant l'outil déformation de la marionnette que vous pouvez retrouver sur Photoshop, je crois dans Images. Qui est très pratique pour donner une courbe à tous les éléments que j'ai à placer. L'armure est vraiment inspirée des éléments canins, donc du loup et du chien. Mais vous verrez que je vais changer un petit peu les designs, je place là surtout pour avoir une base pour mon line, et c'est ensuite au line que je vais vraiment affiner certaines choses. Les armes, je crois les images viennent de Skyrim. Et comme vous voyez, je prends même pas la peine d'essayer de dessiner par moi-même, parce qu'en fait le principe c'est pas tellement de savoir si je peux dessiner telle ou telle chose, qui serait de toute façon copiée d'une référence, mais plutôt de faire un travail de qualité en un temps, on va dire acceptable, même si 40 heures c'est absolument pas acceptable. Donc voilà, c'est pour ça que cette technique de décalcage, elle est très utilisée par les artistes professionnels, mais il faut toujours la prendre avec un certain respect. Et un truc que je trouve super dommage, c'est que j'ai pas enregistré les noms des personnes, des œuvres que j'ai utilisées. Ça, c'est une erreur de ma part. Parce que au moins, ce qui est décent, c'est de les citer. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je passe maintenant au line du loup. Et alors, celui-ci m'a fait trop rire. Parce que mon croquis derrière, il est dégueulasse, mais je suis capable d'arriver à un point que je me serais pas cru capable en fait, en termes de précision sur le line. Et ça m'a fait vraiment très très rire. Alors la technique que j'utilise, j'appelle ça du cross-hatch. Donc cross-hatch qui veut dire point croisé en fait. Et c'est dessiner plein de petites lignes. Et c'est une technique, sincèrement, que je recommanderais à toutes les personnes qui aiment bien éteindre leur cerveau pendant un moment et faire une tâche assez répétitive. Parce que franchement, c'est super relaxant. C'est un petit peu comme faire un puzzle, en fait.
Le crosshatch, d'ailleurs, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça ne l'est réellement. Et ça a un autre avantage du coup, c'est que ça fait tout de suite un effet waouh, tant de travail passé là-dessus. Alors qu'en réalité, le processus est assez simple. Puisqu'il suffit juste de faire des petits traits, des petites lignes. Pour bien réussir son crosshatch, et c'est là qu'est la difficulté, en fait il faut suivre deux choses, en tout cas pour le pelage d'un animal, c'est le sens du volume, donc là en l'occurrence le sens du poil, et aussi c'est arriver à faire différentes textures. Parce que si vous remarquez sur un animal, c'est très flagrant, les poils ne sont pas du tout pareils selon les endroits où on regarde. Par exemple, le museau va avoir des poils qui sont très très courts et resserrés, alors que le haut de la tête est déjà un petit peu plus dense et écarté et long. Et sur la crinière, on arrive vraiment sur des poils qui sont très longs et très drus. Je pense que donc si vous voulez maîtriser le crosshatch, c'est beaucoup de savoir où va le volume, comment fonctionnent vos ombres et comment différencier différentes textures. Je vais vous parler de 3 artistes que vous pouvez suivre qui font un travail phénoménal. 2 artistes, pardon, qui font un travail phénoménal en crosshatch sur Instagram. Alfonso Dunard qui est absolument génialissime pour vraiment montrer le volume dans son crosshatch. Il fait surtout des portraits d'humains, mais qui sont d'une précision et d'une beauté absolument incroyable. Et si vous êtes plus porté sur les animaux, je vous conseille d'aller voir Bird CVLT, qui est un absolu maître du crosshatch et qui est spécialisé vraiment sur les oiseaux. Mais rien que là, vous allez voir qu'il y a une façon de représenter une variété absolument incroyable. Cette technique du crosshatch, j'ai décidé de la prolonger sur tout mon line et donc de travailler aussi les textures sur les parties qui sont manufacturées par l'homme. Et on va dire que c'est une autre paire de manches, sachant que j'allais aussi beaucoup me reposer sur la colo pour vraiment donner les textures. On va dire que ce dessin de base, il est vraiment là pour poser les grandes lignes et apporter un début de texture. Je vous dis pas comme j'ai galéré sur cette selle à la con, parce que sincèrement faire une selle en perspective comme ça, sans référence... Alors ça a été la partie la plus dure du loup, pour vous dire. Le loup a l'air super détaillé comme ça, mais vraiment c'était juste la selle qui m'a vraiment embêté. Notamment parce que tout ce qui est fait par l'humain a une contrainte en plus, c'est une certaine régularité. Et je suis très très nulle pour être régulière, géométrique et bien cadrée, là où l'organique est beaucoup plus simple et intuitif pour moi. On peut le voir à mes formidables losanges absolument pas bien proportionnés. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. They carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Blowing glitter in the wind.
into love with another complete stranger. And he robbed away, taking most of me when he left. When mama told me to keep far from these underhanded men, and I'd be white, whiter than the side of a new wed bride. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. On passe au line pour l'orque, et là il s'agit d'être vraiment très très précise. Comme vous voyez, j'ai encore oublié de enregistrer le début du dessin, ça devient vraiment comique à ce stade. Les tresses m'ont fait galérer, j'aurais pas exactement de bons conseils parce que j'ai aucune idée de comment je m'en suis sortie. J'ai juste... comment dire, je connaissais cette technique pour faire, on va dire, une forme de tresse assez simple, mais alors après, comment les remplir, ça se voit que j'ai pas vraiment suivi de règles et j'ai juste essayé de faire au mieux. If they wouldn't have found me, I don't dare to think about what I would have been without them. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Blowing glitter in the wind. 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 Thank you to fairies. Est-ce que vous voulez des conseils pour réussir un bon line? Parce que j'ai très très longtemps galéré pour faire un line correct, et je pense que ça peut être un sujet assez intéressant à discuter. Alors, beaucoup de personnes vous diront que le secret d'un bon line, c'est l'outil stabilisateur ou lissé selon votre logiciel, qui permet de faire des lignes, on va dire, nettes, et en fait la ligne va beaucoup plus lentement quand on la fait. Mais je dois avouer que c'est pas le truc qui m'a le plus aidé pour faire un line, parce que le problème du stabilisateur, c'est que si vous l'utilisez sur toutes les parties, votre dessin va faire très mou, entre guillemets. Je pense le truc qui m'aide le plus,
à bien réussir un line, en tout cas sur ce dessin-là, avec ce style, c'est de partir du principe que le line devrait se suffire comme un dessin en lui-même. Faire aussi des traits qui sont assez fins, ça peut aider, à moins qu'on a plus un style, on va dire cartoon ou bande dessinée européenne. Mais si on part sur quelque chose de vraiment très très fin, il faut se dire que le line en lui-même doit pouvoir être satisfaisant tout seul. Pour moi, c'est passé beaucoup par vraiment du détail, mais aussi par une différence d'épaisseur selon les endroits. Avoir des endroits qui sont un peu plus appuyés, un peu plus noirs, des endroits où j'hésite pas aussi à laisser un trou, là où il devrait y avoir une ligne. Parce qu'en fin de compte, c'est pas un dessin où vous avez de la couleur par-dessous, le line ne vient pas exactement faire comme un coloriage en fait. Il faut voir le line comme quelque chose qui vient sublimer, on va dire, la coloration. Donc notamment pour tout ce qui est chair, c'est là où je me permets d'être le plus évasive, on va dire, en termes de line, et où je termine pas forcément mes lignes, parce que je sais que je vais derrière faire le volume avec la couleur. Si par contre vous voulez vraiment faire un dessin qui se tient que sur du trait noir, là c'est plutôt utile de vraiment travailler le volume en crosshatch, donc comme je vous expliquais pour le loup. Le line, c'est aussi beaucoup d'entraînement. Je pense que un des trucs les plus frustrants, parce que vraiment j'ai très très longtemps considéré que j'étais très mauvaise en line, à tel point que j'avais fini par abandonner. Mais c'est beaucoup d'entraînement, arriver à comprendre comment votre tablette graphique fonctionne, comment le trait se forme sous la main, parce que vous remarquerez que c'est beaucoup plus simple de faire un bon line, même si vous faites des erreurs en traditionnel, que en digital. Mais parce qu'en digital, on n'a vraiment pas du tout le même feeling des choses. Et en plus, on peut avoir un niveau de précision tellement plus élevé que ça peut être un petit peu trompeur et on peut se retrouver soit à faire des lines qui n'ont pas de différence d'épaisseur et qui donc en fait apparaissent très très plats, soit on peut se retrouver avec des trucs qui sont trop lisses parce qu'on a utilisé le stabilisateur et qu'on perd en fait la netteté des angles et donc on a quelque chose qui a l'air un petit peu mou et pas très percutant. Ou alors au contraire on va accentuer à des endroits qui sont pas les bons. Parce que un truc qu'il faut savoir sur le line, c'est que quand on accentue un endroit, c'est jamais un endroit au hasard. C'est en fait toujours un endroit où l'ombre va être plus marquée, où la texture va être un petit peu surélevée, et c'est ça en fait qui fait que votre line va arriver au niveau au-dessus. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de vraiment montrer le volume avec le line. Si vous faites un line comme ce qu'on voit dans les coloriages, vous allez vous retrouver avec cet effet coloriage que j'aime bien, on le voit vraiment sur ce genre de line art là, qui est fait pour pouvoir colorier facilement entre, mais qui au final fait que le dessin a l'air assez plat. Alors bien entendu, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune façon de bien faire ou de mal faire, et chaque personne va avoir des tips différents pour les lines. Moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre où accentuer la ligne, et aussi de comprendre comment j'aimais moi faire le line, et en l'occurrence, j'aime beaucoup le faire un peu à la manière du crosshatch, c'est-à-dire que je vais pas forcément faire une ligne d'un coup, je vais prendre mon temps plusieurs fois pour faire la ligne et vraiment essayer de sentir un volume, quitte à ce que mon trait soit un petit peu bancal et pas tout à fait très beau. J'aimerais aussi vous dire, si vous avez beaucoup de mal à faire un line sur la tablette graphique, surtout ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas obligé d'en faire par ailleurs, vous pouvez très bien apprendre le painting, qui est aussi une technique absolument incroyable, qui donne d'excellents résultats. Mais ne vous dites pas que vous êtes forcément mauvais en quelque chose, parce que à la fin vous allez finir par y arriver d'une façon ou d'une autre. Et c'est avec une bonne dose d'entraînement et ne pas avoir peur du challenge.
Moi voilà, j'ai trouvé que je réussissais beaucoup mieux mes lines quand ils étaient extrêmement détaillés. Il y en a d'autres qui arrivent à faire leur line mais d'une simplicité, juste en quelques traits, ils vous évoquent complètement le truc et ils savent qu'après c'est la couleur qui va vraiment leur donner tous les détails. Je pense que ça dépend vraiment de comment vous aimez vous faire. Et pour savoir comment vous aimez faire, n'hésitez pas à tester plusieurs façons de faire des lines. C'est-à-dire, inspirez-vous par exemple d'artistes qui ont des line art très différents. Par exemple, on pourrait avoir quelque chose plus comme moi, là ce que je fais, extrêmement détaillé. Ou alors on peut prendre quelque chose de, au contraire, beaucoup plus cartoon avec vraiment un flow dans les traits où on voit des grosseurs, des pleins et des déliés. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous pouvez aussi essayer de faire sans line ou alors de faire avec un line puis ensuite d'enlever le line et voir ce que ça fait. Mais ouais, mon meilleur tip c'est généralement les lines qui sont à une seule épaisseur. Ils sont vraiment bien quand ils sont extrêmement fins et extrêmement précis. On le voit sur beaucoup d'artistes qui font du manga en digital. Ce genre de traits. Et après, c'est vraiment la colo qui fait tout le sel, on va dire, de l'œuvre. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Je sais que chercher le volume dans mon line est beaucoup plus profitable pour moi. Mais donc ouais, vous, n'hésitez pas à essayer plein de techniques, des trucs, voire même, vous pouvez aussi essayer de faire un line imprécis. Ça c'est, je pense, un très très bon exercice. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc où le line il représente exactement la forme que vous voulez qu'il ait, essayez de faire un truc un petit peu plus brouillon. Et vous allez voir, ça va vous permettre de vous décomplexer, en fait, par rapport à cette étape du dessin qui peut être très difficile pour certaines personnes. Notamment pour les utilisateurs de Sai, je pense à ça. Quand on passe de Sai à Photoshop, on a souvent l'impression que le line est vraiment beaucoup plus facile à faire sur Sai. Et j'ai fait partie de cette école pendant un temps où je faisais tous mes lines sur Sai, puis ensuite je passais sur Photoshop pour faire la colo. Et maintenant, je fais tout sur Photoshop. Il y a aussi une question d'habitude et de maîtrise de votre logiciel, des pinceaux qu'il vous propose. N'hésitez pas à expérimenter avec plusieurs pinceaux. Trouvez vraiment le truc qui marche pour vous. Et même si vous avez trouvé le truc qui marche pour vous, n'hésitez pas à expérimenter d'autres choses, parce que ce qui est vraiment cool avec un style de dessin, c'est qu'il peut complètement tout le temps évoluer, et ça c'est quand même beau, putain. On passe à la couleur. Alors, j'ai décidé de commencer par la peau, et puis comme j'avais pas envie de faire toutes les plages de couleurs séparées d'un coup, j'ai commencé direct à faire les détails. Moi, ma façon de faire, c'est vraiment de chercher le volume à chaque fois. Je suis pas extrêmement bonne en colo, c'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille beaucoup, mais j'arrive à avoir un résultat, on va dire, à peu près satisfaisant. Comment dire ? Un résultat qui fait pas aussi amateur que je le suis réellement en fait. Pour ça donc c'est beaucoup utiliser les ombres. Les ombres sont pas tout le temps de la même couleur quand vous faites du dessin. N'hésitez pas à regarder parce qu'il y a vraiment des traces de bleu, il y a des traces de jaune dans la peau. Là j'ai une peau qui est un petit peu brune olivâtre, donc j'ai utilisé pas mal des ocres qui tirent vers le vert. Ensuite, le travail du cuivre. J'ai pris encore une fois des références pour pouvoir un peu pipeter les couleurs et savoir un peu étudier comment fonctionne le métal, la réflexion. Un truc qui est très important du coup, c'est à peu près définir d'où vient votre lumière et ça vous permettra de mettre les reflets qu'il vous faut.
Donc je fais déjà en fait une espèce de base où je blende un petit peu toutes les couleurs ensemble et ensuite je vais travailler plus précisément avec des reflets qui se voient beaucoup plus. Et notamment, un truc que j'aime bien parce que ça fait métal très très vite, c'est de faire des espèces de lignes parallèles qui permettent de donner tout de suite cet effet-là, même si c'est pas forcément très très cohérent sur, on va dire, le réalisme de la colo, mais comme je dis, je suis pas si bonne que ça en colo. J'ai juste suffisamment de maîtrise et de compétences pour que ça ait l'air correct, sans que ça le soit vraiment. Parce que voilà, encore une fois, je n'ai pas fait d'études particulières. Quand je parle d'études, c'est de recherche graphique sur tel ou tel sujet. Et des exercices, etc. Pour la colo, je dirais qu'un autre maître mot sur ce dessin particulièrement, c'est encore une fois la texture. Chaque morceau de l'armure va avoir une texture un petit peu différente, que ce soit du tissu, de la fourrure ou bien les morceaux de métal. Alors là, ce que j'ai utilisé pour que ça ait l'air d'un coup pop et waouh, c'est en fait ce qu'on appelle la superposition, obscurcir, éclaircir, tout ce genre de trucs. Vous pouvez le voir là, du côté des calques, en bas à droite, vous avez un normal, et c'est sur Photoshop, sur cette colonne, où il y a plein de trucs, et ça permet de mettre en fait une couleur par-dessus et d'avoir un effet lumière, entre guillemets. Le plus chiant dans cette commis, ça a clairement été de faire ces plages de couleurs, parce qu'en plus il fallait que je les différencie selon les calques pour pouvoir m'y retrouver facilement et vraiment pouvoir me concentrer juste sur la couleur d'un endroit en particulier. Ça a été long, ça a été chiant. Vraiment, c'est la partie que je déteste le plus dans un dessin, parce que il faut être précis, minutieux, et puis c'est juste super ennuyeux. Je préfère largement passer au painting. Pour l'harmonie des couleurs, j'ai essayé de rester sur une gamme assez, réduite. Alors pour l'instant, j'ai mis un cuir bleu, mais vous verrez qu'il va devenir vert par la suite. Mais donc c'est beaucoup travaillé autour des ocres, des marrons, et voilà, donc du vert que j'ai enfin mis entre les images. Encore un truc que j'ai oublié de filmer. Et avec des touches d'or pour vraiment faire ressortir, on va dire, la noblesse du métal et surtout du travail d'orfèvre qu'il y a sur cette armure. Parce que ce personnage a vraiment, on va dire, un côté très noble dans ce qu'il porte.
mine de rien, ça avance bien, hein. Alors, on est vraiment sur un travail minutieux, encore une fois, de texture. Après avoir fait le cuivre, je fais sur le pantalon des... J'essaie en fait de garder cette colo quand même très simple. C'est pas un painting et j'ai le line qui aide énormément à vraiment faire ressortir le dessin. Donc j'essaie de travailler ça avec des plages assez... réduites de couleurs, des trucs assez simples, des textures assez simples, et ça fait peut-être un effet qui est légèrement plat, que je regrette un petit peu sur ce dessin. Je pense que si j'avais une meilleure maîtrise, j'aurais pu faire de meilleures ombres et mieux faire ressortir le volume, et travailler directement avec l'environnement, parce que pour moi, le truc qui pêche le plus, vous allez voir, c'est le fond, et ça aurait été peut-être bien d'avoir un travail simultané des couleurs de l'environnement et du personnage. C'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. La fourrure, j'ai choisi de l'évoquer plutôt que de la faire extrêmement précise sur ces zones. Parce que un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on fait un dessin qui a ce niveau de complexité, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les éléments qui sont d'une parfaite complexité. En fait, les éléments que vous devez le plus détailler et porter un soin particulier sur ces détails, c'est les éléments qui sont importants, qui vont accrocher à l'œil. En l'occurrence, ce que je voulais vraiment faire ressortir sur ce dessin, c'est la richesse de l'armure, du design, la complexité du personnage, et ça fait que certaines zones vont être vraiment faites très simplement, notamment les fourrures qu'elle a au poignet. Parce que je voulais vraiment que l'effet waouh, il soit plutôt sur l'armure en elle-même. Et donc là, je commence à travailler l'or et à faire tous les petits reflets dorés. Et là, c'est vraiment le truc qui fait que tout le dessin pop. Et c'est assez cheap comme tactique parce que vraiment, c'est tout simple à faire, mais comme c'est une petite touche de lumière très vive qui ressort sur tout le reste du dessin et que ça a un effet un peu métallique, on a vraiment un petit côté très vite waouh, qui n'est pas du tout un mal d'ailleurs, hein. Quand je dis ça, j'ai peut-être l'air un petit peu ironique, mais c'est sincèrement une technique qui est tout à fait acceptable et que même vous devez faire, c'est-à-dire bien vous concentrer sur les éléments qui sont pour vous importants dans le dessin. Ça veut pas dire négliger les autres, mais on peut se permettre d'être plus simple à certains endroits stratégiques pour mieux faire ressortir les éléments waouh qui vont vraiment être ceux qui vont faire dire « Oh mais ce dessin il est trop bien !» alors que le dessin en question il est pas forcément si bien que ça. Non mais je suis méchante avec mon propre dessin, mais c'est... En vrai j'en suis très très fière. Mais il est imparfait comme tout, et c'est aussi l'apanage de tout artiste de savoir se dire que on n'a jamais vraiment fini d'apprendre, même quand on est très fier de quelque chose. D'ailleurs, fun fact, je fais pas mal d'or là-dedans, et notamment son marteau est en or, entre guillemets. C'est la pire idée pour un marteau d'être en or. Mon headcanon, c'est que c'est juste une feuille d'or par-dessus, parce que l'or est un métal qui est très malléable, alors si on a un marteau en or et qu'on le frappe sur une pierre, le marteau il va se déformer. Et oui. Pareil pour le cuivre d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit très très solide, donc si ça se trouve c'est juste un finish. Oh, quoi qu'on fait des casseroles en cuivre. C'est très intéressant ce que je raconte, hein. Non mais attendez, j'ai 40 minutes de vidéo, je vais pas juste mettre de la musique tout le temps.
cheveux, j'ai seulement utilisé 3 nuances. La nuance de base, une nuance plus sombre et une nuance plus claire pour donner les détails. Et ensuite, j'ai simplement fait un espèce de dégradé et puis des reflets un petit peu waouh sur les cheveux pour vraiment les terminer. Mais en soi, ils ont l'air très compliqués et ça a été juste très long. Mais la façon dont ils sont colorés est très simple. Maintenant que j'ai fini l'orque, le loup et le chien, je vais admettre, sont très secondaires dans le dessin. Et je vais vraiment pas y passer autant de temps que j'ai passé sur l'orque au niveau de leur colo. Notamment parce qu'ils ont l'avantage d'être des animaux et que les animaux, on peut assez vite ébaucher vraiment les trucs qui sont importants avec des pinceaux qui sont assez vagues, on va dire. Donc ça a permis de colorer assez rapidement le loulou. Comme vous voyez, j'ai une image de référence dont j'étudie vraiment les nuances de couleurs. Ça permet de donner beaucoup plus vie à l'animal. Même s'il y a un truc flagrant qui manque ici, c'est les ombres. Charlotte, où sont les ombres? Il y a quelques ombres portées, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de travail précis sur les ombres qui sont colorées d'ailleurs. Ne faites jamais vos ombres noires. En tout cas, si vous voulez avoir un résultat plus réaliste, les ombres ne sont pas noires, elles sont bleutées, violettes, marron, mais pas noires. Donc ouais, voilà, le loup, la couleur est déjà finie en fait, parce que, sincèrement, une simple évocation est plus pertinente, d'autant plus que le line est tellement précis ici qu'il n'y a pas vraiment la place de faire beaucoup de détails sur la texture du pelage à la colo. Donc valait mieux pour moi juste faire quelque chose d'assez simple pour le loup, assez simple et qui rend déjà très bien en fait, notamment parce que j'ai passé autant de temps sur le line. Et que le line rend très bien de base, donc le loup, il rendait très bien, j'ai juste à placer les couleurs qui font que ça ressemble à un loup. La selle, par contre, encore une fois, c'est comme l'orque, je dois y mettre un soin beaucoup plus intensif parce que c'est censé être fait par l'être humain et que mon line ne permet pas de rattraper vraiment le manque qu'il y a sur la couleur, donc il faut vraiment que je fasse une bonne couleur. Et faire une texture de cuir un petit peu plus usée, donc voilà. Et c'est vraiment là où mes coussins brillent comme étant mais n'importe quoi en termes de volume. Hein. Ouh là là, est-ce que je suis mauvaise en géométrie? Le chien, c'est pareil que le loup. La partie la plus longue, ça va juste être de dessiner poil par poil là, son contour et faire genre une couleur unie à l'intérieur pour pouvoir colorier sans m'inquiéter de dépasser. Mais parce que voilà, sinon ça va être très vite fait. Et ben voilà, c'est fini. La colo du chien en elle-même est finie. Le collier, je crois, prend à peu près autant de temps, peut-être même plus, que la colo du chien tout court. Même si, bon, encore une fois, j'aurais quand même pu travailler les ombres, hein, parce que là, Charlotte, l'absence d'ombre dans ce dessin est tragique. Et je passe au décor! Je suis si mauvaise en décor! Et regardez-moi ça, alors ici, c'est hilarant, parce que vraiment, Charlotte, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, qu'est-ce que je fais? J'en ai aucune fichtre idée. J'essaie de faire une branche avec un style un peu cross-hatch qui rentre bien, mais on sent que là n'est pas ma compétence, et en plus j'ai pris une image qui est beaucoup trop détaillée, donc je me perds complètement sur les détails, je sais pas comment les rendre correctement, c'est juste très moche.
Et du coup j'abandonne et j'essaie de trouver un brush qui permet d'avoir un cross-hatch à peu près correct. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Et juste après, par-dessus faire la neige. C'est d'un ridicule. Évidemment, j'ai copié l'autre branche parce que j'allais pas m'embêter à refaire exactement la même chose. Sérieusement, j'ai passé, je ne sais pas, peut-être 2 heures ou 3 heures à juste faire le line de cette branche. C'était ridicule. Pour un résultat qui est même pas bon. Donc ouais, suivez pas vraiment mes techniques pour le paysage parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à en faire des biens. Aussi sur la montagne, on peut commencer à voir que j'ai vraiment la flemme. C'est-à-dire que j'aurais moyen de faire quelque chose de vraiment très bien. Mais est-ce que je fais quelque chose de vraiment très bien? Non. Non, je reste super simple et je sais pas exactement comment m'y prendre. Et ça se sent, je trouve que le paysage c'est le truc le plus faible de ce dessin. Chaque partie prise à part est pour moi vraiment très bonne. Mais combiné tout ensemble, on sent qu'il manque... une espèce de cohérence en fait. Et ouais, vraiment, le décor c'était l'abandon. J'en pouvais plus, c'est le dernier truc que j'ai fait sur ce dessin, j'aurais dû le prévoir bien avant. À la base, je voulais vraiment avoir un effet... comment dire, avoir une belle brume et tout ça, j'avais trouvé une super illustration qui rendait super bien, et là vous voyez, je rajoute des nuages et ça fait juste... très moche. Mais... le fait est que j'aurais sans doute pas dû prendre un brush pour faire des nuages, mais les faire vraiment moi-même pour que ça ait une cohérence graphique plus intéressante avec le reste du dessin. Et après voilà, on met le cache-misère, donc les nuages c'est un peu cache-misère, les oiseaux aussi, genre on fait un petit peu du surdétaillé pour dire que, mais sincèrement je suis pas du tout satisfaite par le fond. La galère sur la branche 2.0, j'avais oublié de mettre vraiment en blanc, donc du coup je dois redessiner tous les trucs en blanc, et je ne les voyais quasiment pas avec ce vert sombre. C'était merveilleux. Ah, j'en avais marre. Faudrait vraiment que je m'entraîne sur les paysages. On a un bel essai là, des petites taches de neige qui auraient pu être très bien si j'avais continué. J'ai pas continué. Et donc enfin là, ce que je viens de faire, vous avez vu des flashs bleus, c'était le color coding, c'est-à-dire que je mets les couleurs, j'essaie de mettre en fait un filtre qui va permettre au personnage de mieux s'intégrer dans le décor. Alors voilà, quand on est vraiment bon, ce qu'on fait, c'est qu'on pense le décor avec le personnage et qu'on adapte ses couleurs en fonction. Mais moi j'ai préféré faire la technique du schlag, de juste passer un filtre qui permet d'avoir, on va dire, quelque chose qui s'intègre un petit peu mieux que l'orque qui était vraiment très orangé à la base, et le rendre un petit peu plus bleuté pour aller avec le paysage d'hiver. Bref, voilà, c'est tout pour moi. 44 minutes à parler, j'ai plus de voix, et j'ai sans doute dit plein de merde qu'il va falloir que je coupe au montage. J'espère quand même que pour ceux qui auront suivi, cette vidéo vous aura plu. Même si encore une fois, c'est pas... Bon, je vais me taire. Ferme la Charlotte. Merci d'avoir regardé. Bisous à vous tous. Et puis pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par le dessin, je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie d'artiste. Vous le méritez et surtout, n'abandonnez pas.